13h sur les antennes de Truy TV. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver à nouveau pour ce journal. Voici pour vous les titres. 5 août 1960, 5 août 2022, il y a de cela 62 ans que la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a accédé à son indépendance. Dans le cadre donc de cette commémoration, vous entendrez dans ce journal le professeur Magloire Somé, spécialiste en histoire contemporaine, qui reviendra sur les contours de cette accession à l'indépendance. Et puis rencontre d'échange entre le président du Faso et des représentantes de structures de femmes des 13 régions du pays. Étaient au cœur des échanges les préoccupations des femmes et les questions liées à la vie de la nation. Cérémonie de lancement de nouveaux mouvements politiques tenue ce 4 août 2022, dénommé Front Patriotique. Ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile s'est fixé pour objectif principal œuvrer sans délai pour une transition politique légitime et souveraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes vendredi 5 août 2022, une date qui représente pour le Burkina Faso le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et dans le cadre donc de cette commémoration, nous avons rencontré pour vous le professeur Magloire Somé, spécialiste en histoire contemporaine à l'université Joseph Kizerbo. Il nous ramènera quelques années en arrière sur les temps forts qui ont marqué cette période et il reviendra également sur les grandes figures de l'accession à l'indépendance, ses conditions ainsi que les défis du moment en termes de souveraineté. C'est un reportage signé Serge Caboret. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. À travers cet extrait du discours du président Maurice Yamyugo, la Haute-Volta, devenue aujourd'hui Burkina Faso, accédait à l'indépendance le 5 août 1960. Plusieurs figures ont dans l'histoire du pays des hommes intègres favorisé cette accession à la souveraineté. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, la vie politique était permise dans les colonies. Dans la région du centre, nous avions l'Union voltaïque qui avait été créée par Joseph Konombo et qui réunissait en son sein plusieurs élites parmi lesquelles François Bouda, Henri Guissou, Laurent Bandaogo, Christophe Kalazanga et Nazi Boni. Du côté de l'Ouest, nous avions le Parti démocratique voltaïque qui était la section du Rassemblement démocratique voltaïque. Dans les cascades, il y avait la lutte des principales figures politiques de l'époque, dont Damien Béyon Koné et Lompolo Koné. Au nord, le Rassemblement pour la France du commandant Michel d'Orange avait réussi à mobiliser les élites du nord parmi lesquelles Gérard Kango Ouédraogo, Yalgado Ouédraogo et Bougraogo Ouédraogo. Du côté du Sahel, nous avions l'Unité nationale des indépendants de Alamdou Paté. Malgré la lutte menée par ses leaders, l'indépendance de la Haute-Volta, tout comme celle des autres pays d'Afrique en dehors de l'Algérie, a été négociée, à en croire le professeur Magloire Somé, spécialiste en histoire contemporaine à l'université Joseph Kizerbo. Que nous avons fait face à des indépendances négociées. L'évolution des choses montre que les indépendances étaient négociées. Aucune élite n'a réclamé, sincèrement, l'indépendance. Aucune élite. Que ce soit au Sénégal, avec les Léopold Sédar Senghor, en Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, en Haute-Volta, avec d'abord Ouézin Coulibaly, puis ensuite Maurice Yamyugo, il n'y a pas eu d'élite qui ait exigé d'être indépendante, que leur territoire soit indépendant. Donc, les Français, les Britanniques d'abord, puis les Français ont anticipé sur les crises en négociant l'indépendance avec les pays africains.
Le professeur Magloire Somé estime par ailleurs que les élites des années 1960 ont beaucoup plus œuvré pour la souveraineté de la Haute-Volta par rapport aux élites d'aujourd'hui. Il en veut pour preuve la prudence et la vision de Maurice Yamyego dans la signature de la coopération militaire avec la France en 1961. Dans la signature des accords de coopération avec la France, la Haute-Volta était soucieuse de se défendre. Donc, la Haute-Volta a estimé que si elle devait être indépendante, elle n'avait pas besoin que la France maintienne son armée sur son territoire. Et donc, la classe politique de l'époque, sous la houlette de Maurice Yamyego, était unanime sur le fait qu'on ne voulait pas d'armée française. La réalité est tout autre aujourd'hui, toujours selon le professeur Somé. Nous avons comme l'impression que nous sommes tenus par l'ancien colonisateur. On a vu qu'en 2010, des accords ont été signés pour que l'armée française s'installe ici. On a vu que sous la transition de 2015, il y a eu encore une signature d'un autre accord. Déjà, avec la présence des forces spéciales françaises ici, c'est un recul par rapport à la situation de 1960. Et donc, la jeunesse burkinabé a le sentiment, au-delà de la jeunesse burkinabé, les élites burkinabées ont le sentiment que nous avons reculé par rapport à 1960. Pour le professeur Magloire Somé, la célébration de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso devra tous les ans conduire les Burkinabés à faire un examen de conscience afin de savoir d'où nous sommes venus et où nous allons. Toujours selon lui, cet examen de conscience est d'autant plus indispensable face aux difficultés rencontrées parmi lesquelles la situation sécuritaire. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré des représentantes de structures de femmes des 13 régions du pays. Elles étaient pour ainsi dire plus de 200 représentantes ce 4 août à échanger avec le chef d'État sur leurs préoccupations et des questions liées à la vie de la nation. C'est un reportage de Michael Touré. Tout en saluant l'initiative de cette rencontre, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a renouvelé la disponibilité du gouvernement de la transition à faire au mieux pour davantage impliquer les femmes et accompagner les initiatives féminines. Le président du Faso, au cours de cette rencontre, a rappelé les circonstances des événements du 24 janvier dernier et invité les femmes à accompagner la transition dans sa mission de restauration de l'intégrité du territoire burkinabé et la refondation de la nation pour plus de cohésion sociale. On a suivi un peu la dégradation et ça nous faisait mal de ne pas pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Ce qui nous anime, c'est pas pour battre une campagne, c'est pas autre chose, c'est apporter une nouvelle vision. Toutes les fois où nous avons obtenu de l'accompagnement, on a dû aller parler beaucoup pour expliquer et pour demander qu'on nous accompagne. Mais aujourd'hui, nos mamans ont montré, je n'ai pas dit un mot, vous avez dit que vous nous accompagnez, que vous allez développer des initiatives, que vous allez travailler, pas pour nous en tant qu'êtres humains, mais travailler pour le bien du Burkina Faso. Donc, c'est la première fois et je tiens à relever ça. Il a aussi exhorté les femmes à impacter et influencer le cours de l'histoire dans la lutte contre le terrorisme et la recherche de la paix. Pour la porte-parole des femmes, Martine Yabré, le président du Faso peut compter sur les femmes du Burkina Faso pour la recherche de la paix et la stabilité des institutions. Les femmes sont capables, avec les soldats, avec les bonnes volontés, de changer le cours de l'histoire, de repeindre le tableau du Burkina Faso en une autre couleur que celle qu'on lui donne. Nous venons vous dire que nous ne sommes pas venus avec un chapelet de doléances. Nous sommes venus aujourd'hui pour donner à notre pays ce que le pays nous a tant donné, l'hospitalité,
Les représentants des femmes, tour à tour, face au président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ont exposé les préoccupations auxquelles sont confrontées les femmes dans ce contexte de défis sécuritaires. Le ministre du Genre et de la Famille, Salimata Nebié, a remercié le chef de l'État pour avoir accepté de rencontrer les femmes du Burkina Faso en vue d'échanger sur les préoccupations. Parlons à présent d'un nouveau mouvement politique qui vient de faire son entrée sur la scène politique burkinabé. Il s'agit du Front Patriotique, un regroupement de 33 partis politiques et organisations de la société civile avec pour vision d'œuvrer à l'avènement d'institutions démocratiques fortes qui répondent aux aspirations du peuple burkinabé. Le Front Patriotique a dévoilé sa charte ce jeudi 4 août et c'est dans ce compte-rendu de Sarah Kaboré et de Wanlasida Kaboré. Le Front Patriotique, c'est le nom du nouveau mouvement politique dont la création a été rendue publique ce jeudi à Ouagadougou. Un nouveau mouvement pour un autre contrat social, celui d'œuvrer sans délai pour une transition politique légitime et souveraine. Après avoir dépeint un tableau sombre de la situation socio-sécuritaire au Burkina, les premiers responsables du Front Patriotique se disent engagés à jouer le contre-pouvoir face aux militaires au pouvoir depuis le 24 janvier dernier. Vision de la plateforme de lutte du Front Patriotique. Œuvrer à l'avènement d'institutions démocratiques fortes et pérennes, répondant pleinement aux aspirations légitimes du peuple burkinabé et à mesure de mettre fin au coup d'État militaire dans la vie politique du pays. Objectif immédiat du Front Patriotique. Mobiliser l'ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes, les personnes ressources, les leaders d'opinion, pour un sursaut patriotique en vue d'éviter à notre pays un passage à vide transitionnel aux conséquences historiques gravissimes dont la déliquescence de l'État, le chaos sécuritaire, humanitaire, économique et social. Le Front Patriotique est porté par Bitu Nama, par ailleurs ancien compagnon de lutte de l'ex-président Thomas Sankara. Il n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer ce qu'il qualifie d'échec du MPSR. Selon Bitu Nama, la restauration dont parle le MPSR est celle de l'ancien régime Blaise Compaoré. Il va plus loin. Cette réconciliation prônée par le MPSR est juste une mascarade. À l'en croire, le Front Patriotique veut changer la donne. Nous ne voulons plus cet éternel recommencement qui sert où effectivement les coups d'État militaires viennent perturber les processus démocratiques. Ça, c'est un piège, ce processus de réconciliation. Mais cette réconciliation qui oublie les vrais problèmes du pays. Parce que le problème, ce n'est pas la réconciliation entre acteurs politiques. Il y a un problème entre nous-mêmes, nos communautés ici, qui se pose. Mais ça ne les préoccupe pas. Voilà. On a beau massacrer les gens pour des problèmes communautaires, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est entre eux, politiciens, se retrouver. Nous, cette réconciliation ne nous intéresse pas du tout. Le Front Patriotique révèle que son adhésion est conditionnée par l'acceptation de la charte qui a comme organe délibératif les organes des partis politiques. Le mouvement regroupe 33 partis politiques et organisations de la société civile. Une feuille de route sera bientôt élaborée et présentée à la population burkinabé. D'ores et déjà, le mouvement donne rendez-vous au Burkinabé le 16 septembre prochain pour commémorer l'anniversaire du putsch manqué de 2015. Et puis le gouvernement a entrepris des réformes qui seront appliquées dans les universités publiques et institutions du Burkina Faso. Des réformes qui font état de la suppression de voyages d'études, la suppression de la subvention de l'État pour les candidatures aux différents grades CAMES et les volumes horaires annuels statutaires. Ces réformes ont été rejetées par la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche des universités publiques et instituts de Ouagadougou F Center. Elle a donné sa lecture sur ces réformes le 26 juillet dernier lors d'une assemblée générale. Les détails tout de suite avec Mamidriana Kamabou et Wanlasida Kaboré.
Ces projets de réforme ont été communiqués le 22 juillet dernier à l'ensemble des enseignants-chercheurs. Prenant acte des décisions du gouvernement, le comité de la Fédération des syndicats nationaux, des travailleurs de l'éducation et de la recherche des universités publiques et Institut de Ouagadougou F-Center a tenu dans la soirée du mardi 26 juillet une assemblée générale. Au sortir de cette rencontre, la F-Center dit rejeter ce projet de réforme du gouvernement. Le message était clair, si le gouvernement ne sursoit pas à ces projets de recherche, il n'y aura pas de rentrée. Il y a déjà des problèmes. Si le gouvernement ne peut pas trouver des solutions durables pour les problèmes déjà qui existent, il ne faut pas qu'il en rajoute. Ces projets de réforme pour les enseignants-chercheurs font entre autres état de la suppression de voyages d'études, la suppression de la subvention de l'État pour les candidatures aux différents grades CAMES et les volumes horaires annuels statutaires. Avec l'augmentation des volumes horaires statutaires, on a fait le calcul, si on accepte cela, beaucoup d'enseignants ne pourront même pas atteindre l'âge de la retraite. Parce que déjà ce qu'on fait, c'est déjà énorme. Parce qu'à travers les volumes horaires, on n'a pas pris en compte le temps utilisé donc pour préparer donc les cours, le temps utilisé donc pour lire dans les mémoires, corriger dans les mémoires, corriger dans les copies, et le temps aussi qu'on doit avoir pour faire de la recherche. Donc nous estimons que, au regard de tous ces éléments-là, ça ne peut pas passer. Le manque d'infrastructures, d'enseignants-chercheurs et de matériel didactique sont entre autres les difficultés auxquelles font face les enseignants-chercheurs et les étudiants des universités publiques du Burkina Faso. Ces mots peuvent connaître un changement si les autorités décident de modifier cette situation de par leurs actions significatives, a souligné le secrétaire général de la F-Center. Depuis 5 ans, le budget de l'université de Kizerbo ne fait que diminuer, alors que les besoins augmentent. Actuellement, nous avons environ 60 000 étudiants à IJKZ. Il y a environ 1200 enseignants, chercheurs qui interviennent à IJKZ, des permanents comme des vacataires. Le budget, par exemple, 2022 de l'IJKZ est de 15 milliards de francs CFA. Mais pensez-vous qu'avec 15 milliards de francs CFA, est-ce qu'on peut faire face à ces besoins? La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche des universités publiques et instituts de Ouagadougou dit être ouvert au dialogue afin de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié un cadre sectoriel de dialogue santé avec pour objectif de faire l'état de mise en œuvre des actions menées par le dit ministère. Accompagné de ses partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé va également discuter sur les stratégies à mettre en place afin d'améliorer l'état de santé des populations. Les échanges se sont déroulés autour de la performance du secteur au cours de l'année 2021 et au cours du premier semestre de 2022 du plan d'action de la transition. Suivant ce reportage de Mamidjana Kamabou. Avec la double crise que connaît le Burkina Faso, à savoir la pandémie à Covid-19 et les attaques terroristes, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de ces actions. La crise sécuritaire empêche les agents de santé de répondre aux besoins des populations dans les zones à fort défi sécuritaire. Cependant, selon le ministre de la Santé, Jean-Claude Kargougou, des acquis ont été engrangés au cours de l'année 2021 et du premier semestre de 2022. Il s'agit de la construction de 44 centres de santé de promotion sociale et la normalisation de 30 autres, ce qui a permis de réduire fortement le rayon moyen d'action théorique, s'établissant désormais à 5,5 km. Le nombre de nouveaux consultants d'enfants dans une formation sanitaire s'est établi à 2,6. En effet, plus de 10 millions d'enfants de moins de 5 ans ont bénéficié des soins pour un coût estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de la réponse à la crise humanitaire, 92 milliards de francs CFA ont été débloqués par le ministère de la Santé pour la prise en charge des personnes vulnérables.
Bien que les acquis ont été engrangés dans ce secteur, plusieurs défis restaient à relever. Au cours de ce cadre sectoriel, le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers ont discuté sur les stratégies à mettre en œuvre afin de relever les défis. De ces perspectives, nous pouvons retenir, entre autres, le renforcement des soins de santé primaire, avec une emphase sur la santé communautaire et l'auto-prise en charge. Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé, avec un renforcement de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Les échanges se sont faits autour de la performance du secteur au cours de l'année 2021 et au cours du premier semestre de 2022 du plan d'action de la transition. Les participants ont aussi examiné et validé le plan d'action sectoriel de la transition qui est un instrument de programmation opérationnelle pour la période de mise en œuvre de la transition. Passation de charge ce jeudi au Haut Commissariat de la province du Kadiogo. Maurice Konaté, auparavant Haut Commissaire de la province du Séno, remplace à ce poste Bouraïman Sawadgo qui était à la tête de l'institution depuis 6 ans. Une cérémonie qui s'est tenue sous la présidence du secrétaire général de la région du Centre. Suivant ce compte-rendu de Job Lankandé, commenté par Cheikh Omar Ouedaogo. Maurice Konaté est désormais installé à ce nouveau poste de haut commissaire de la province du Kadiogo. Le haut commissaire sortant Bouraïman Sawadgo a passé la commande du haut commissariat du Centre à son successeur. Nommé en conseil des ministres en sa session du 13 juillet dernier, Maurice Konaté enregistre à son palmarès plusieurs expériences dans la gestion administrative. Il a désormais la lourde tâche de diriger la province du Kadiogo et la délégation spéciale des 12 arrondissements que compte la ville de Ouagadougou. Une responsabilité qui, selon lui, nécessite l'union et l'abnégation de tous les acteurs. Mes dévanciers ont fait un travail formidable. Et je pense que je vais m'inscrire sur les sillons des travaux qu'ils ont déjà abattus pour qu'ensemble, nous puissions certainement améliorer ce qu'il y a à améliorer et faire certainement d'autres propositions pour encore aller de l'avant. Vous savez bien que nous prenons les rênes de cette province au moment où la fonction de haut commissaire de Kadiogo est combinée avec la fonction de président de délégation spéciale. Demander à toute la population, toutes les composantes, c'est-à-dire que ce soit les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, les coutumiers, les religieux, et toute sensibilité de la province à se donner la main pour que nous puissions construire chaque jour que Dieu fait cette province. Bouraïman Sawadgo, qui a passé le témoin ce jour, est promu au poste de secrétaire général de la région du Sahel. Après 6 ans à la tête du Haut Commissariat de la province du Kadiogo, il dresse un bilan satisfaisant de sa gestion. Généralement, le bilan, il est bon quand il est fait par les observateurs. Voilà. Pour ce qui me concerne, je crois avoir accompli ce qui m'était dévolu comme mission durant les 6 ans. Il s'agissait de la coordination de l'action gouvernementale au niveau de la province, c'est ce qui a été fait. Pour ce qui me concerne, c'est une mission que j'avais accomplie et je pense l'avoir bien accomplie. Le secrétaire général de la région du Centre qui a présidé cette cérémonie de passation des charges se dit satisfait de la gestion du haut commissaire sortant. Les défis étant énormes, il exhorte l'ensemble des travailleurs à faire bloc autour du nouveau responsable. J'ai saisi l'opportunité pour souhaiter la bienvenue au commissaire entrant, M. Maurice Konaté, qui vient d'arriver fraîchement de la province du Séno. Féliciter pour la nomination aux fonctions de haut commissaire de la province du Kadiogo par les plus hautes autorités de notre pays. J'ai également souhaité que les forces vives de la province qui ont apporté leur appui, leur accompagnement au haut commissaire sortant puissent apporter également le même appui au haut commissaire entrant, M. Maurice Konaté. La province du Kadiogo est composée d'une commune urbaine Ouagadougou et 6 communes rurales. À ce poste, Maurice Konaté prend les rênes de la délégation spéciale, née de la dissolution des collectivités territoriales par les autorités de la transition. Un décret pris le 1er avril dernier.
Direction l'arrondissement 9 de Ouagadougou afin de s'imprégner des conditions de vie des déplacés internes logés à Pan-Ozani. Le site accueille depuis 2019 plus de 1300 personnes déplacées internes. Suite à la décision du gouvernement de ne pas recevoir de déplacés dans la capitale, ces derniers ne bénéficient que de l'aide de bonne volonté, une aide jugée insuffisante puisque ces personnes sont donc dans le besoin. Pire encore, elles ne mènent aucune activité rémunératrice qui puisse leur permettre de se prendre en charge. C'est donc dans ce sens que ce 2 août, une équipe de Tweet TV a fait un tour sur le site des déplacés. Voici donc pour vous leur réalité dans ce dossier de Abdulrahim Niénié. Nous sommes dans le quartier Panzani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ce quartier constitué d'habitations spontanées, communément appelées non-lotis et loin de l'ambiance de la capitale, abrite plus de 1300 personnes déplacées internes. Les premières personnes sont arrivées de Siligadji en juin 2019 à la suite des attaques terroristes et accueillies par El Hadj Abdelmoumin Sawadogo. Elles sont rejointes par la suite par d'autres personnes déplacées internes venues de Titao, de Déou et de Djibo. Quand vous êtes témoin des tueries autour de vous, vous ne pouvez pas rester. C'est pourquoi nous avons quitté nos villages pour venir ici. Nous étions logés dans une école juste à côté et quand les cours ont repris, nous avons cherché des maisons dans le non-loti. Certains nous ont donné gratuitement et d'autres ont mis leur maison en location. Très vite, les déplacés internes sont confrontés à l'une des mesures du gouvernement, celle de ne pas accueillir des déplacés dans la capitale Ouagadougou. Ils en ont subi les conséquences, mais grâce au soutien de bonne volonté, ils arrivent à surmonter. 7 jours après notre arrivée ici, il nous a été demandé de retourner dans les sites d'accueil. Nous avons refusé parce que nous savons ce qui se passe dans ces localités comme Barsalgo et Foubé. Ils nous ont donc abandonnés, mais ils ne nous ont pas chassés. Ce sont les bonnes volontés qui nous soutiennent. Dès le lever du jour, les jeunes de cette communauté de déplacés rejoignent le centre-ville à la recherche de travail dans l'optique de subvenir à leurs besoins. Les plus âgés et les enfants restent sous ce hangar ici en image, offert par Abdelmoumin Sawadogo. Ce dernier a également mis des logements à la disposition de ces personnes. Tout était difficile au début. Ils n'avaient pas d'habits ni de quoi se nourrir. Nous nous sommes trouvés dans l'obligation de les soutenir. Certains bailleurs prennent de l'argent et d'autres ont fait à cause de Dieu. Malgré ces soutiens multiples, les déplacés connaissent des difficultés, notamment sur le plan alimentaire. Au menu ce 2 août dans le ménage de Kadidjata Soré, un seul repas. Ces feuilles, une fois bouillies, Kadidjata ne dispose que de sel pour assaisonner son repas de la journée. Hélas, ici, on mange une seule fois par jour. Nous allons bouillir ces feuilles, ajouter du sel et manger. Nous n'avons pas de farine de maïs pour ajouter. Nous ne pouvons pas manger le riz tous les jours parce que ça ne suffit même pas. Si on fait la cuisine ce midi, il n'y a rien le soir. Il faut attendre demain. L'autre problème qui se pose pour les déplacés internes, c'est la scolarisation des enfants. Avec l'accompagnement de bonne volonté, certains ont pu poursuivre leurs études. En ce début de mois d'août 2022, l'incertitude se lit déjà sur les visages de certains parents, car bientôt c'est la rentrée des classes. En attendant, les enfants apprennent à écrire et à dessiner au sol. Certaines écoles ont pris quelques enfants. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu payer leur scolarité. Certains ont pu payer pour quelques élèves seulement.
Les déplacés internes de Panzani ne souhaitent pas continuer à tendre la main. Ils souhaitent être accompagnés pour mener des activités génératrices de revenus. C'est le cas de Fatimata Pezakou qui, douée dans la confection de vêtements, manque de matières premières pour lancer son entreprise. Je défais ce vieil habit pour tricoter un petit pour les enfants. Je n'ai pas de laine et je n'ai pas d'argent pour acheter. Si j'avais suffisamment de laine, j'aurais fait beaucoup d'habits pour vendre. Nous ne comptons que sur la bonne volonté. Mais si vous voulez toujours tendre la main pour vivre, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on nous aide à trouver de quoi faire. Longtemps délaissé par l'autorité politique qui refuse la présence de personnes déplacées internes dans la capitale, plus de 1300 PDI sont réfugiés ici à Panzani et fondent l'espoir d'être pris en compte dans le projet Coup de cœur pour les déplacés internes. C'est un projet de collecte de dons au profit des PDI lancé par Tam Tam Group Press et qui est prévu pour le 6 août prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Voilà, et puis le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a lancé le 2 août dernier un camp vacances au profit des élèves déplacés internes à Bobo-Dioulasso. Ce camp, qui va durer 10 jours, connaîtra la participation des enfants du primaire et du post-primaire venus de 6 régions du Burkina. Les détails avec notre reporter à Bobo-Dioulasso, Joseph Kodougou. Ils sont au total 140 élèves déplacés internes qui prennent part à ce camp vacances du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif spécifique est de renforcer le civisme, la citoyenneté et les apprentissages scolaires des participants. L'intérêt de ce camp vacances est de permettre aux enfants de changer d'environnement et également de susciter en eux des habitudes et des attitudes qui vont leur permettre de devenir un jour de très bons citoyens. Durant les 10 jours que les enfants passeront à Bobo, il y aura des cours de renforcement à travers des exercices dans les différentes matières enseignées. Les enfants vont suivre également des cours d'éducation civique et il y aura des sorties récréatives. Et comme ils sont à Bobo, il y a des sites touristiques à visiter à Bobo. Ils pourront également participer à ces visites-là. Et il y a un camp de reboisement qui est organisé à la forêt de Kwa. Les enfants prendront part également à ces reboisements. Ces apprenants déplacés internes se réjouissent de cette initiative du ministère de l'Éducation nationale qui apportera un plus dans leurs connaissances. Je viens de la région de l'Est. En tout cas, nous sommes fiers d'être là. Nous remercions le ministère de l'Éducation de nous avoir fait venir ici pour apprendre beaucoup de choses qu'on n'a pas pu apprendre. En tout cas, on est fiers d'être là. Mais nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'être là, nous espérons apprendre et d'aller les apprendre aussi. Venus de la boucle du Mouhoun, du centre-nord, de l'est, des hauts bassins, du nord et du Sahel, ils sont pour la plupart du primaire et du post-primaire. Ce camp vacances qui a démarré le 2 août prendra fin le 12 août prochain. La situation sanitaire marquée par la pandémie à coronavirus et la crise russo-ukrainienne ont impacté négativement l'économie mondiale et le commerce international. Pour atténuer les effets de ces crises, Coris Banque International a organisé ce 4 août 2022 à Ouagadougou un atelier de formation au profit de ses partenaires qui opèrent dans le commerce international. Abdoulaye Mieni nous en dit plus. C'est une rencontre d'échange entre Coris Banque International et ses partenaires,
œuvrant dans le commerce international, le cadre juridique et réglementaire dans le domaine du commerce international, les stratégies à mettre en œuvre pour surmonter les difficultés des crises qui impactent l'économie mondiale sont les thèmes abordés à cette rencontre. Pour Coris Bank, il s'agit d'outiller ses partenaires en vue de leur permettre de mieux faire face aux réalités du moment. Et nous avons aussi passé en revue les avantages, les inconvénients, les principaux risques de ces mécanismes pour pouvoir faire des orientations pour réduire les risques et pouvoir bien entendu permettre la fluidité de ces transactions. Vous savez qu'aujourd'hui, pour importer, nous avons beaucoup de réglementations, de conformité, de compliance. C'était aussi l'occasion de parler de l'évolution réglementaire dans ce domaine. En plus de ce cadre d'échange qui permet aux partenaires de s'imprégner des attitudes à adopter, Coris Bank International met à la disposition des participants des produits qui leur permettront de relever les nouveaux défis liés au commerce international. Et nous avons aussi présenté les mécanismes d'atténuation parce qu'il y a des mécanismes de couverture des différents risques, des couvertures de risques de change. Donc tout ça, ce sont des mécanismes d'accompagnement que nous mettons à disposition de nos clients pour pouvoir les prémunir des principaux risques et permettre de pouvoir mener tranquillement à bien leurs activités en toute sérénité. La directrice générale adjointe du pôle d'exploitation de Coris Bank International se réjouit de l'engouement autour de l'activité, une preuve de l'adhésion des partenaires aux actions de Coris Bank. Première du genre, cette rencontre sera reconduite en cas de besoin selon les responsables de l'institution bancaire. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer une très fabuleuse célébration de la fête de l'indépendance. Ensemble, célébrons d'une seule voix la fierté et le succès de notre chère nation, tout en nous souvenant de nos héros nationaux pour leur effort au service de notre chère patrie. Souvenons-nous également de ces personnes déplacées internes qui ont tout perdu et qui ont besoin de nous. Faites un geste, que ce soit en nature ou en espèces. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information.